Mon frère a rayé mon nom de la liste des invités à son mariage si lentement que je pouvais entendre. Le stylo grattait à travers chaque lettre. Puis il m'a regardé à travers la table de la cuisine de nos parents et a dit : « Tu es la plus grande honte de cette famille. J'aurais préféré que maman et papa ne te ramènent jamais à la maison. Je préférerais être fils unique plutôt que d'admettre que tu es ma sœur. » Pendant 34 ans, j'avais avalé chaque rappel que j'étais celle qui avait été adoptée. Cet après-midi-là, j'ai ressenti le vieux réflexe de supplier pour garder ma place. Et pour la première fois, je ne lui ai pas obéi. J'ai pris le stylo de la main d'Evan. J'ai tracé une ligne noire à travers son nom en haut de la page, et j'ai soutenu son regard. Tu viens d'effacer la mauvaise personne. Si vous avez déjà eu l'impression de devoir mériter votre place dans une famille, restez avec moi. 12 jours avant le mariage, j'étais allé chez mes parents. Ne m'attendant à rien de plus dramatique qu'un café, un plat à emporter et une dernière mise au point logistique. J'avais reçu mon invitation des semaines plus tôt et j'avais renvoyé ma réponse. Ma robe était suspendue dans mon placard. Maman m'avait même demandé si je voulais me faire coiffer avec les autres femmes ce matin-là. Alors, quand je me suis assise à la table de la cuisine, je ne me demandais pas si j'étais invité. Nous vérifions le décompte final. Le plan de table et la liste des photos de famille avant qu'Evan n'envoie le tout au coordinateur. Maman, Carole, avait couvert la table de papier et de notes autocollantes. Papa était assis au bout avec ses lunettes de lecture posées bas sur son nez. Evan avait la copie la plus propre devant lui et tapotait avec son stylo dès que l'un de nous l'interrompait. Je connaissais ce tapotement. Cela signifiait qu'il était irrité mais encore disposé à nous laisser prétendre qu'il ne l'était pas. Je connaissais aussi mon rôle. J'ai éloigné ma tasse de ses papiers. J'ai laissé passer une remarque sarcastique lorsque ses yeux se sont posés sur moi. Je me suis dit la même chose que je me répétais depuis des années. Ne lui rends pas la journée plus difficile. C'était ce que je faisais avec Evan. Je laissais couler les choses, non pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que la paix familiale avait toujours ressemblé à un loyer que j'étais censé payer. J'étais entré dans cette maison à l'âge de 8 ans avec un petit sac et l'habitude d'observer le visage des adultes avant de demander quoi que ce soit. Carole et Thomas, ils m'avaient dit que je restais. Ils m'avaient dit que j'étais à eux. Je les avais crus. Mais une partie de moi n'a jamais cessé de penser qu'être choisi s'accompagnait de l'obligation d'être facile à garder. Les ennuis ont commencé quand Evan est arrivé au plan de table et a demandé pourquoi mon nom figurait à la table de la famille. Maman a répondu comme si la question était absurde, disant que c'était là que s'asseyait la famille proche. Puis il a approché la liste du photographe et a vu mon nom à nouveau sous le petit groupe réservé aux photos de la famille proche. Il a demandé si c'était maman qui m'avait mise là aussi. La bouche de maman s'est serrée, elle fait partie de la famille proche. La pièce est devenue silencieuse. Je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Evan et moi étions distants depuis des années. Il pouvait être froid, il avait utilisé le mot « adopté » pour marquer des points plus d'une fois. Mais nous étions toujours présents aux anniversaires et aux fêtes. Notre relation était devenue étroite et prudente, et j'avais confondu la prudence avec l'harmonie. Evan a débouché son stylo. Au début, j'ai cru qu'il me déplaçait vers une autre table. Au lieu de cela, il a tiré un trait droit sur mon nom, puis m'a rayé de la liste des photos. Maman a sèchement prononcé son nom. J'ai demandé ce qu'il faisait, et il a dit qu'il réparait la situation. Quand j'ai demandé s'il parlait du plan de table, il m'a regardé et a répondu « Non. Je change la liste des invités. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal compris. Ma présence était confirmée, le coordinateur avait mon choix de menu. « Tu me désinvites 12 jours avant ton mariage ?» ai-je demandé. Il a dit oui. Papa a repoussé sa chaise et lui a dit que cela suffisait. Mais Evan avait franchi une limite en lui-même bien avant de rayer mon nom sur le papier. Il a déclaré qu'il en avait assez de prétendre que j'avais ma place dans chaque espace familial. Simplement parce que maman et papa insistaient. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui ont balayé 34 ans de
Rituels familiaux soigneusement entretenus. Tu es la plus grande honte de cette famille. J'aurais préféré que maman et papa ne te ramènent jamais à la maison. Je préférerais être fils unique plutôt que d'admettre que tu es ma sœur. Maman a émis un son comme si elle avait le souffle coupé et lui a dit de ne plus jamais prononcer de telles paroles dans sa maison. Ce qui m'a frappé le plus durement n'était même pas la honte. C'était l'expression « ramène à la maison ». Pendant un battement de cœur, j'ai eu de nouveau 8 ans. Je pouvais sentir la poignée rugueuse du petit sac que j'avais porté dans cette cuisine la première fois. Je me suis souvenu être resté trop près de la porte parce que les sorties me donnaient un sentiment de sécurité. Je me suis souvenu de Carole s'accroupissant pour ne pas me dominer de toute sa hauteur. Et de papa posant mon sac près d'une chaise pour que je n'aie plus à le tenir. Je me suis souvenu de la promesse qui avait suivi, tu es là maintenant. Tu n'as plus à craindre qu'on te renvoie. 34 ans plus tard. Mon frère avait trouvé ma plus ancienne peur et s'était adressé directement à elle. Mon premier réflexe a été douloureusement familier, réparer, le calmer. Demander ce que j'avais fait de mal, proposer de m'asseoir ailleurs, sauter les photos. Lui dire que c'était son mariage et que je comprenais. J'étais devenu très doué pour me faire toute petite avant même qu'on ne me le demande. Puis Evan a dit, il a toujours fallu que tu sois celle que tout le monde protège. Quelque chose dans l'expression de maman a changé. Ce n'était pas seulement de la colère, pendant une brève seconde, elle a semblé frappée. Presque coupable d'une manière que je ne comprenais pas. Puis elle a tendu la main vers les papiers et a exigé qu'ils lui rendent la liste. Evan l'a retirée. Papa a commencé à répéter son nom sur ce ton d'avertissement que j'avais entendu toute ma vie. Le vieux mécanisme de notre famille se mettait déjà en marche, papa ferait baisser la température. Maman exigerait des excuses, Evan camperait sur ses positions, et tôt ou tard. Quelqu'un me regarderait avec cette prière familière dans les yeux, Megan, s'il te plaît. Aide-nous à traverser ça. J'ai regardé le stylo à la place et je l'ai pris de la main d'Evan. En haut de la page, son nom était écrit à côté d'une note pour la liste finale du marié. J'ai tracé une ligne noire et ferme dessus. Je ne prétendais pas pouvoir le retirer de son propre mariage. Je ne le menaçais pas. Pour une fois, j'ai simplement renvoyé le geste au lieu de l'encaisser. Tu viens d'effacer la mauvaise personne, ai-je dit. Il m'a fixé comme s'il s'attendait à la suite, une menace, un secret. Une promesse que je lui ferais regretter son geste. Je ne lui ai rien donné. J'ai posé le stylo, pris mon sac et quitté la table. Maman et papa m'ont suivi dans le couloir. Essayant tous deux d'arranger les choses avant que j'atteigne la porte. Maman a dit qu'elle forcerait Evan à remettre mon nom. Papa a dit qu'il le ramènerait à la raison une fois qu'il se serait calmé. Depuis la cuisine, Evan a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Et maman s'est retournée comme si elle était prête à retourner se battre pour moi. J'ai touché son bras et lui ai dit de ne pas le faire. Elle m'a regardé comme si j'étais devenue celle qui n'était pas raisonnable. Je lui ai rappelé que c'était le mariage d'Evan, s'il ne voulait pas de moi là-bas. Je ne voulais pas qu'il le force à m'inviter. La mâchoire de papa s'est serrée et il a dit que peut-être il ne devrait pas y aller non plus. Cette proposition a réchauffé une part effrayée de moi plus que je ne voulais l'admettre. Je voulais qu'il me choisisse. Je voulais qu'Evan les voie me choisir. Ce sentiment m'a fait assez peur pour que je réponde prudemment, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne transformez pas son mariage en un test à cause de moi. Et ne l'appelez pas ce soir pour essayer de le faire changer d'avis. Maman a semblé blessée et a demandé ce qu'ils étaient censés faire. Pour ce soir, rien. Je suis parti avant de pouvoir changer d'avis. Dans ma voiture, je suis resté assise les deux mains sur le volant, à écouter ma respiration. Je n'étais pas calme. Je n'étais pas guéri. Je n'étais pas soudainement libéré du besoin d'appartenir à la famille. Une part de moi s'attendait encore à ce que mon téléphone sonne avant que je n'arrive chez moi. Avec Evan disant qu'il était allé trop loin. Il n'a pas sonné. En soirée, je n'avais raconté à personne ce qui s'était passé. Je n'avais appelé aucun parent, rien publié en ligne, ni envoyé de messages furieux.
J'étais debout dans ma cuisine quand le message de maman a illuminé mon écran. Evan appelle la famille, écrivait-elle. Il dit qu'il doit tout expliquer avant que tu ne donnes ta version. J'ai lu le message 2 fois. Ma version? Je n'avais rien dit à personne. Le premier message est arrivé avant le petit déjeuner. Il venait d'un parent que je voyais peut-être 3 fois par an. Me demandant si je refusais vraiment d'assister au mariage d'Evan simplement parce qu'il avait demandé une seule journée qui ne tourne pas autour de moi. J'ai fixé ces mots pendant que mon café refroidissait. Vers 9 heures, il y en a eu 2 de plus. L'un demandait si je comptais venir quand même. Un autre disait que tout le monde était déjà assez stressé et espérait que je ne ferais pas de ce mariage une tribune familiale. Ils semblaient prudents, comme s'ils avaient été prévenus que je risquais de devenir un problème. J'aurais pu répondre en décrivant toute la scène de la cuisine. J'aurais pu taper exactement ce qu'Evan avait dit sur le fait de regretter que maman et papa m'aient ramené à la maison. Pendant quelques minutes. J'ai imaginé à quel point il serait satisfaisant de mettre ses propres paroles sous les yeux des gens avant qu'il n'ait le temps de les édulcorer. Mais si je commençais à appeler les gens un par un, je passerais la semaine suivante à prouver que je méritais d'être cru. J'ai donc utilisé la même réponse à chaque fois. Evan a retiré mon invitation. Je respecte sa décision. Je ne vais pas perturber le mariage. Cette réponse simple a provoqué une réaction à laquelle la version d'Evan n'avait visiblement pas préparé les gens. Un parent a répondu, « Alors pourquoi a-t-il dit que tu boycottais ?» Un autre a simplement envoyé, « Je vois. » Je n'ai relancé ni l'un ni l'autre. Pourtant, à l'heure du déjeuner, je comprenais la tournure que prenait l'histoire qui me devançait. Selon lui, la dispute n'avait pas éclaté parce qu'il avait rayé mon nom d'une liste d'invités confirmés. Elle avait commencé parce que j'exigeais un traitement spécial. Et lorsqu'il avait finalement fixé une limite, j'en avais fait une crise. Mon absence était décrite comme une punition. La ligne que j'avais tracée sur son nom était présentée comme la preuve que je voulais lui gâcher quelque chose. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai passé la journée avec la sensation étrange d'entendre parler d'une version de moi qui avait toujours une pièce d'avance. Cette version était plus bruyante que moi, plus exigeante, plus calculatrice. Elle voulait apparemment la table de la famille comme preuve de son rang. J'avais passé la moitié de ma vie à essayer de ne pas devenir ce genre de fardeau. Ce qui expliquait probablement pourquoi l'histoire d'Evan prenait si facilement. Il n'avait eu qu'à s'appuyer sur un vieux réflexe familial. Quand quelque chose n'allait pas entre nous, j'étais toujours celle à qui l'on demandait d'arranger les choses. En fin d'après-midi, Julia m'a envoyé un message. Nous étions amicales mais pas proches. La plupart de ce qu'elle savait d'Evan et de moi venait des fêtes, des dîners et de ce qu'il lui racontait quand je n'étais pas là. Elle disait qu'Evan lui avait dit que le conflit était allé trop loin et que, le mariage étant si proche, elle devait poser une question directe. Y avait-il quelque chose qu'elle devait savoir concernant la sécurité? Une confrontation sur le lieu de réception ou quelqu'un prévoyant d'interrompre la cérémonie? L'humiliation m'a envahi à nouveau, non pas parce que Julia m'accusait, mais parce que mon frère avait réussi à transformer le fait de me désinviter en une question de savoir si je devais être mise sous surveillance. Je l'ai appelé au lieu de lui envoyer un pavé de texte que je regretterais. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune menace, aucun plan et aucune apparition surprise en vue. Je ne vais pas là où je ne suis pas invité, ai-je dit. Et je ne vais pas interférer avec votre mariage. Julia est restée silencieuse un instant, puis a dit qu'elle appréciait ma réponse directe. Elle n'a pas demandé de preuves ni insisté pour avoir des détails. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, a-t-elle dit avant que nous ne raccrochions. Cet appel aurait dû me soulager, au lieu de cela. Il a donné une ampleur encore plus grande à la situation. Evan n'avait pas seulement décidé que je n'avais pas ma place à son mariage. Il s'assurait que tout le monde comprenne que mon exclusion était raisonnable avant même que quiconque n'apprenne comment cela s'était produit. Je revenais sans cesse à la même question, s'il avait ce qu'il voulait mon nom effacé. Ma chaise libérée, mon visage absent des photos de famille.
Pourquoi travaillait-il encore si dur? Maman a fourni une partie de la réponse sans le vouloir. Elle a appelé ce soir-là et a passé les premières minutes à tourner autour du pot. Me disant que papa était en colère, qu'Evan était stressé. Que Julia avait assez de soucis comme ça et que tout le monde devait se calmer. Je savais où la conversation allait avant même qu'elle n'y arrive. Quand elle a finalement dit, peut-être que tu pourrais appeler ton frère. La vieille réponse a surgi en moi automatiquement. Bien sûr que je pouvais l'appeler. Je pouvais garder une voix douce. Je pouvais dire à Evan que je comprenais que c'était son mariage. Je pouvais trouver la combinaison exacte d'excuses et de silence qui ferait baisser la température. J'étais sur le point de dire oui quand je me suis arrêté. Maman a dû entendre le silence, car elle a ajouté. Parle-lui simplement. Nous devons juste passer la semaine qui vient. C'était là. La règle familiale à laquelle j'avais obéi si longtemps que j'avais cessé de la considérer comme une règle. Evan pouvait mettre le feu à la pièce, mais c'était moi qui étais censé y apporter de l'eau. Maman, ai-je dit, pourquoi est-ce toujours moi qui dois tout apaiser? Elle n'a pas répondu. J'ai entendu un petit bruit en arrière-plan, peut-être papa se déplaçant dans la cuisine. Puis elle a prononcé mon nom d'une voix fatiguée, mais aucune réponse n'est venue. Je lui ai dit que je l'aimais et que je ne lui demandais pas de choisir entre nous. Je lui ai aussi dit que je n'appellerais pas Evan simplement pour rendre la semaine plus facile à tout le monde. Quand nous avons raccroché, mes mains tremblaient. Dire non avait pris moins d'une minute. La culpabilité est arrivée presque aussitôt. Le lendemain matin, Evan m'a contacté lui-même. Son message était maîtrisé, presque professionnel. Il disait que les membres de la famille se faisaient de fausses idées parce que je refusais d'expliquer mon rôle dans ce qui s'était passé. Si je voulais que les gens cessent de mal le juger, il y avait une solution simple. Je pouvais admettre qu'il avait des raisons de ne pas me vouloir assise avec sa famille au mariage. J'ai relu cette phrase jusqu'à ce que le mot « famille » semble se détacher du reste. Puis je l'ai appelé, car je voulais entendre exactement ce qu'il voulait dire. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Je lui ai dit que je ne demandais à personne de mal le juger. Que j'avais à peine parlé à qui que ce soit. Il a répondu que c'était exactement cela le problème, en restant silencieuse. Je le faisais paraître cruel. Si je me défendais, je lançais une campagne, si je gardais le silence. Je manipulais soi-disant les gens pour qu'ils le jugent. Puis il a dit, tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître que j'ai une raison de ne pas te vouloir à la table de la famille. Il n'y avait aucun cri dans sa voix, cela rendait la phrase plus claire, pas plus douce. J'ai demandé ce qu'il attendait que je reconnaisse. Il a dit que je savais exactement ce qu'il voulait dire. J'avais toujours été celle que tout le monde protégeait. Et maintenant je faisais semblant d'être choqué qu'il veuille une seule partie de sa vie où il n'avait pas à faire semblant. Je lui ai rappelé qu'il m'avait déjà retiré de la liste et que je ne me battais pas pour la place. Son silence a été bref, mais je l'ai entendu. Puis il a dit que cela ne concernait pas une chaise. Ce fut le premier moment où j'ai compris que le mariage n'était pas le véritable enjeu. Mon absence ne lui suffisait pas, Evan voulait mon assentiment. Il voulait que je dise que la ligne qu'il avait tracée entre la famille et moi n'était pas seulement son choix, mais un choix juste. Il voulait que la personne qu'il avait exclue valide l'exclusion comme raisonnable. Je ne lui ai pas accordé cela. Je ne lui ai pas non plus dit qu'il n'avait aucun droit d'être blessé. Car je ne comprenais toujours pas ce qu'il croyait qu'il s'était passé entre nous. J'ai seulement dit que s'il voulait de la distance, il l'avait. Je n'allais pas appeler les proches en son nom pour leur expliquer pourquoi je méritais une place inférieure dans notre famille. Il a mis fin à l'appel en disant que je prouvais son point de vue. Pendant le reste de la journée, j'ai continué à entendre cette phrase aux côtés d'une autre. Il a toujours fallu que tu sois celle que tout le monde protège. Jusque-là. J'avais considéré cela comme une arme de plus qu'il avait choisie parce qu'il savait qu'elle ferait mal. Mais le visage de maman à la table de la cuisine ne me quittait pas. Pas plus que son silence quand j'avais demandé pourquoi on attendait toujours de moi que je fasse la paix. Quelque chose avait bougé derrière ces deux moments.
Je ne savais juste pas quoi. Ce soir-là, maman a demandé si elle pouvait passer seule. Son message était différent de ceux qu'elle envoyait d'habitude pour réparer une dispute. Elle ne me disait pas qu'Evan était contrarié. Elle ne me demandait pas de reconsidérer quoi que ce soit. Elle demandait simplement 20 minutes et disait qu'il y avait quelque chose qu'elle aurait dû me dire depuis longtemps. Quand elle est arrivée, elle est restée sur le pas de ma porte avec son sac encore sur l'épaule. Pour une fois. Elle n'a pas commencé par me dire que nous étions une famille et que tout s'arrangerait. Elle semblait plus vieille que 3 jours auparavant. Megan, a-t-elle dit. Il y a quelque chose à propos de ces premières années où tu as vécu avec nous que je crois avoir mal compris pendant très longtemps. J'ai laissé entrer maman et j'ai attendu le genre de phrase que les familles réservent d'ordinaire. Aux mauvaises nouvelles. Elle s'est assise à ma table de cuisine sans retirer son manteau. Sa main est restée repliée autour de la bandoulière de son sac pendant un moment. Comme si elle avait besoin de tenir quelque chose de solide pendant qu'elle décidait par où commencer. Elle a commencé par mes 8 ans. Non pas avec des dossiers d'aide sociale ou des noms dont je me souvenais à peine. Mais avec les gestes que j'avais faits après être venu vivre chez eux. Je vérifiais la porte d'entrée avant d'aller au lit. Je me réveillais si j'entendais une voiture dans l'allée. Si maman partait faire une course et tardait plus que prévu. Je m'asseyais là où je pouvais voir la fenêtre et faisais semblant de ne pas attendre. Pendant des mois. J'avais posé des questions qui semblaient ordinaires en surface. À quelle heure était le dîner? Qui venait me chercher, si je devais déballer tous mes vêtements? Mais sous chacune d'elles se cachait la même question, est-ce que je reste toujours? Je me souvenais de morceaux de tout cela. Je me souvenais d'avoir étudié le visage de maman quand elle mettait ses chaussures. Essayant de déterminer si, je reviens après le déjeuner, était une promesse ou une formule. D'adulte parce que les enfants étaient plus calmes lorsqu'ils y croyaient. Maman a raconté qu'elle et papa avaient été terrifiés à l'idée de mal agir. Ils avaient voulu que cette maison paraisse permanente avant même que j'aie le courage de faire confiance à la permanence. Alors, quand je paniquais, ils réagissaient vite. Quand j'hésitais, ils me rassuraient. Quand j'avais besoin de l'un d'eux, ils essayaient de se rendre disponibles. Rien de tout cela ne semblait mauvais. C'était pour cela que je ne comprenais pas pourquoi elle avait l'air si honteuse. Puis elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé autour de ces moments-là. Il y avait eu un samedi où papa avait promis à Evan une journée rien qu'avec lui. Je me souvenais de ce jour parce que j'avais voulu venir aussi. Dans ma mémoire, c'était devenu la preuve que papa m'aimait assez pour m'inclure. J'avais pleuré en apprenant qu'ils partaient sans moi. Non pas parce que l'endroit où ils allaient m'importait. Mais parce qu'une part effrayée de moi avait assimilé la fermeture de la portière à un abandon. Papa avait changé de plan, au lieu d'emmener Evan seul, il nous avait emmenés tous les deux. Je m'étais souvenu du soulagement, maman se souvenait d'Evan assis sur la banquette arrière. Silencieux. Elle m'a rappelé un anniversaire un an plus tard. Où je m'étais réveillé déjà angoissé et avais passé la moitié de la matinée convaincu que la présence de trop de monde dans la maison signifiait qu'on pourrait me renvoyer ailleurs après coup. Cette panique n'avait aucun sens aujourd'hui, mais elle avait été réelle alors. Maman avait annulé une partie de la journée, papa était resté à la maison. Et le programme familial s'était réorganisé autour de moi. Ce que je n'avais jamais su, c'est qu'on avait promis à Evan un après-midi avec des amis ce même jour. Papa lui avait dit qu'il reporterait. Le problème n'était pas un seul projet annulé. C'étaient les paroles qui accompagnaient continuellement ces annulations, tu es plus grand. Tu sais que tu es à nous, ta sœur a déjà assez perdu, laisse-lui simplement cette fois. Maman prononçait ces phrases lentement. Comme si elle les entendait pour la première fois depuis l'autre côté. Il y avait eu des dizaines de petits choix qui semblaient pleins de compassion pris isolément. Evan voulait la place de devant, j'étais anxieuse, alors je l'obtenais. Evan voulait du temps seul avec papa, je passais une semaine difficile. Alors on lui disait qu'il y aurait un autre jour. Quand il se mettait en colère, il lui rappelait que j'avais traversé des épreuves qu'il n'avait pas connues. Et parce qu'il avait 11, puis 12, puis 13 ans.
Et parce qu'il avait une chambre où il dormait depuis qu'il était bébé. Ils avaient traité sa sécurité affective comme une ressource inépuisable. J'ai senti un froid s'installer sous mes côtes. Je ne vous ai jamais demandé de faire ça, ai-je dit. Maman a levé les yeux immédiatement, je sais. Cette réponse aurait dû me soulager, à la place, la culpabilité a trouvé une brèche. Comme toujours. J'ai commencé à remonter le fil des années, réorganisant les souvenirs en de nouvelles colonnes. De quoi avais-je eu besoin? Qu'est-ce qu'Evan avait perdu parce que j'en avais eu besoin? Combien de moments familiaux qui m'avaient semblé être des sauvetages avaient représenté pour lui? Des soustractions? Maman a dû voir où allaient mes pensées. Car elle a tendu la main par-dessus la table et a couvert la mienne. Elle m'a dit de ne pas endosser la responsabilité de choix que 2 adultes avaient fait en essayant de s'occuper de 2 enfants. Elle a dit que j'avais 8 ans, si j'avais peur, j'avais le droit d'avoir peur. Si j'avais besoin d'être rassuré, j'avais le droit d'en avoir besoin. Sa voix s'est brisée quand elle a ajouté qu'Evan avait eu le droit d'avoir des besoins lui aussi. Mais qu'il n'avait pas toujours agi ainsi. Pendant des années. Maman et papa avaient utilisé l'absence de panique visible chez Evan comme la preuve qu'il allait bien. Il réussissait à l'école, il avait des amis. Il pouvait dormir chez un copain sans appeler 3 fois. Quand il était en colère, il se taisait au lieu de s'effondrer. Pour mes parents, ce silence ressemblait à de la force, alors ils lui en ont demandé davantage. J'ai pensé à Evan à la table du mariage disant qu'il avait toujours fallu que je sois celle que tout le monde protégeait. J'y avais entendu une accusation. J'y entendais toujours une accusation, mais à présent il y avait autre chose dessous. Quelque chose que je n'avais pas voulu envisager parce que la façon dont il m'avait parlé était si cruelle. Peut-être que cette phrase n'avait pas été inventée pour le mariage. Peut-être qu'il la portait depuis 30 ans. Cette prise de conscience ne rendait pas ce qu'il avait fait acceptable. Elle faisait quelque chose de plus inconfortable, elle le rendait moins simple. Papa est arrivé pendant que maman et moi étions encore assises à table. Il avait apparemment appelé 2 fois pendant que nous parlions. Et quand maman avait fini par répondre, elle lui avait dit où elle était. Il était venu parce que, comme il l'a formulé, s'ils devaient parler des erreurs qu'ils avaient commises ensemble, il ne voulait pas qu'elle porte tout cela toute seule. Au début, pourtant, il a parlé comme l'homme que je connaissais. Il a dit qu'ils avaient fait de leur mieux avec ce qu'ils comprenaient à l'époque. Puis il m'a rappelé qu'il n'y avait pas de manuel pour leur expliquer comment aider un enfant effrayé sans en négliger accidentellement un autre. Maman ne l'a pas contredit. Elle lui a seulement demandé s'il se souvenait de la fréquence à laquelle il qualifiait Evan d'enfant facile. Papa s'est arrêté net. Evan était facile, Evan pouvait gérer la déception, Evan pouvait attendre, Evan s'en remettrait. Même après que nous fûmes devenus adultes, ses réflexes de langage étaient restés. S'il m'agressait verbalement pendant une fête, tout le monde disait qu'il était stressé. Si je réagissais, quelqu'un me demandait discrètement de ne pas empirer les choses. Papa s'est frotté le visage avec les mains. Puis a admis qu'il y avait eu des moments où il avait vu Evan se replier sur lui-même et s'était dit que lui laisser de l'espace était la chose respectueuse à faire. Il pensait que le silence signifiait que le problème était passé. Il pensait qu'un garçon qui ne demandait pas 2 fois avait cessé d'avoir besoin de la réponse. Je voulais une conclusion nette, Evan avait tort, j'avais raison. Il avait utilisé l'adoption comme une arme. Et cela aurait dû suffire à faire pencher tout le poids moral de son côté de la table. Mais l'enfance ne s'organisait pas si proprement. Je pouvais me voir à 8 ans, terrifié par une portière de voiture verrouillée. Je pouvais aussi voir un garçon de 11 ans assis derrière moi, apprenant que si j'avais assez peur, tout ce qu'il désirait pouvait être reporté. Je détestais cette image parce que mon esprit essayait immédiatement de la transformer en culpabilité. Peut-être que si j'avais été moins en demande, peut-être si je m'étais adapté plus vite. Peut-être si je n'avais pas pleuré ce samedi-là. Maman m'a arrêté avant que je ne puisse exprimer quoi que ce soit à voix haute. Nous n'avons cessé de te prouver que tu restais, a-t-elle dit doucement.
Je crois que nous avons oublié qu'il pouvait entendre cela comme la preuve qu'il nous perdait. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Je n'ai pas pardonné à Evan à cet instant précis. Je n'ai pas compris soudainement 34 ans d'amertume. Je ne savais même pas si les souvenirs de maman et papa correspondaient aux siens. Ce qui a changé était plus modeste et plus difficile, pour la première fois. J'ai accepté que son sentiment d'avoir été remplacé n'était peut-être pas quelque chose qu'il avait inventé juste pour me blesser. Papa s'est levé pour partir, puis s'est arrêté près de la porte. Il m'a regardé avec une expression que je lui voyais rarement. Le regard de quelqu'un qui réexamine un instant qu'il avait autrefois balayé d'un revers de main. Il a dit qu'il ne se souvenait plus des mots exacts, seulement du sens. Evan avait environ 13 ans. Il y avait eu une autre dispute pour savoir qui avait le plus besoin de maman et papa. Après coup, Evan avait dit quelque chose comme « si Megan avait tellement plus besoin d'eux. Peut-être qu'il ferait mieux d'apprendre à n'avoir besoin de personne. » Papa avait pris cela pour de la colère d'adolescent. Pendant plus de 30 ans, il avait cru que le garçon s'en remettrait. Debout dans ma cuisine. Il a finalement admis qu'il n'était plus certain qu'Evan s'en soit jamais remis. Après le départ de mes parents. Je suis resté assise à ma table de cuisine longtemps après que le silence fut retombé. Leur tasse de café était toujours là. L'une portant un léger croissant de rouge à lèvres sur le rebord. Et je continuais à les fixer comme si un détail ordinaire pouvait m'indiquer ce que j'étais censé faire de tout ce que je venais d'apprendre. Pendant des jours, j'avais été en colère contre Evan pour avoir présenté mon adoption comme une tare. À présent, j'étais en colère contre lui tout en ayant mal pour un garçon que je n'avais jamais vraiment connu. Même si j'avais vécu au bout du même couloir que lui pendant des années. C'était la partie que je n'arrivais pas à résoudre. Nous avions occupé la même maison et en avions emporté des versions différentes à l'âge adulte. Je me souvenais de ma première chambre comme de l'endroit le plus sûr où j'ai jamais dormi. Je me souvenais de maman assise devant la porte les soirs où je ne pouvais pas supporter qu'elle soit fermée, prétendant plier du linge pendant que j'écoutais le mouvement doux de ses mains. Je me souvenais de papa laissant la lumière du couloir allumée même après que j'eus insisté sur le fait que j'étais trop grande pour en avoir besoin. Ces souvenirs étaient chaleureux. Ils étaient la preuve que quelqu'un avait remarqué ce qui m'effrayait et était resté. Mais désormais, Evan apparaissait aussi à la lisière de ses souvenirs. Je me suis souvenu d'une nuit où maman était assise devant ma chambre jusqu'à ce que je m'endorme. Et où Evan est descendu dans le couloir pour demander où étaient les piles pour quelque chose qu'il construisait. Elle lui avait intimé le silence d'un « chut » avant même qu'il ne termine sa question. À l'époque, je m'étais senti protégé, avec le recul. Je pouvais presque voir son visage lorsqu'il s'était détourné. Je me suis souvenu d'une part de gâteau au chocolat laissée sur une assiette à côté de moi après un dîner de famille pendant ma première année dans la maison. J'avais supposé que maman l'avait gardé pour moi, des années plus tard. Elle m'a dit que c'était Evan. Il avait quitté la pièce avant que je puisse le remercier. Il y avait eu de petites attentions que je n'avais jamais comptées parce qu'elles ne collaient pas à l'histoire que je m'étais finalement racontée sur lui. Il y avait aussi des cruautés que je ne pouvais pas effacer simplement parce que j'avais trouvé une raison à une partie de sa colère. Dès le lycée, Evan savait exactement ce que le mot « adopter » me faisait lorsqu'il l'utilisait dans une dispute. Il me l'avait jeté à la figure quand nous nous disputions pour une voiture. Quand maman prenait mon parti pour un projet de vacances. Quand il voulait me rappeler qu'il était dans la famille le premier. Parfois, son silence avait pu être de la douleur, parfois un repli sur soi, et parfois. En grandissant, il avait fait le choix de déposer sa souffrance entre mes mains pour me forcer à la porter. Les deux choses pouvaient être vraies. Je continuais à me le répéter parce que mon esprit préférait les extrêmes. Soit Evan était cruel sans raison. Ce qui signifiait que je pouvais rejeter tout ce qui sous-tendait sa colère. Soit il avait une raison, ce qui signifiait que je devais m'excuser d'exister. J'avais passé trop d'années à croire que la gratitude m'obligeait à accepter la seconde option D. Que quelqu'un souffrait d'une situation liée à moi. J'ai sorti un carnet et j'ai essayé d'écrire ce que je dirais si Evan rappelait.
Ma première tentative ressemblait à tous les discours de conciliation que je lui avais servis par le passé. Je suis désolé que les choses aient été difficiles après mon arrivée. Je suis désolé que tu aies perdu du temps avec maman et papa. Je suis désolé que mes besoins aient changé ton enfance. Au moment où j'ai atteint la 4e ligne, ma poitrine s'était serrée. J'ai barré la première phrase, puis la deuxième. Je pouvais être désolé qu'il ait souffert sans être désolé d'avoir été là. La distinction semblait presque embarrassante de simplicité sur le papier, mais émotionnellement. Cela ressemblait à démêler deux fils noués ensemble depuis 34 ans. Je n'avais pas choisi les foyers d'accueil. Je n'avais pas choisi d'arriver à 8 ans avec la peur des portes qui se fermaient derrière les gens. Je n'avais pas décidé que papa devait annuler des projets ou que maman devait dire à Evan d'être le plus fort. Je pouvais souhaiter que mes parents aient géré ces années différemment sans pour autant souhaiter qu'ils m'aient laissé hors de la famille pour qu'ils ne soient jamais dérangés par ma présence. Cette prise de conscience ne m'a pas fait ressentir de triomphe, elle m'a rendu triste pour lui. Pour moi. Pour deux enfants qui avaient chacun tiré la mauvaise leçon d'adultes essayant de faire quelque chose de bienveillant. Plus tard dans l'après-midi, maman a appelé. Sa voix était plus posée qu'à ma table. Elle m'a dit qu'elle et papa avaient parlé pendant des heures après être rentrés chez eux. Ils avaient décidé qu'ils devaient parler directement à Evan de ses premières années et non pas de la liste des invités, non pas pour le pousser à m'inviter, mais pour lui dire qu'ils comprenaient maintenant qu'ils avaient pris sa capacité à faire face pour une permission d'exiger davantage de lui. Mon estomac s'est noué malgré tout. Dès qu'elle a dit qu'il prévoyait de s'excuser. J'ai imaginé Evan n'entendant que la partie qu'il attendait. Nous avons choisi Megan plutôt que toi. Tu avais raison, elle t'a coûté ton enfance. J'ai dit exactement cela à maman. Elle a répondu qu'elle comprenait le risque. Mais qu'éviter la conversation sous prétexte qu'Evan pourrait en détourner le sens ne ferait que répéter ce que papa avait fait quand Evan avait 13 ans. Présumer que le silence était plus sûr que l'écoute. Papa et elle étaient responsables de ce qu'il disait et de la clarté avec laquelle il l'exprimait, il ne pouvait pas contrôler ce qu'Evan choisirait d'en faire. Cela semblait raisonnable. Cela terrifiait aussi la partie de moi qui avait passé des années à gérer les réactions de tout le monde avant même qu'elles ne se produisent. J'ai commencé à faire des suggestions, peut-être commencer par la sortie du samedi. Peut-être éviter le mot « priorité ». Peut-être s'assurer qu'il sache qu'il nous aimait tous les deux. Au milieu de ma phrase, je me suis entendu et je me suis arrêté. J'étais encore en train de le faire, réécrire la dynamique familiale pour la sécuriser. Maman aperçut le changement dans ma respiration. « Tu n'as pas à gérer cela pour nous », a-t-elle dit. J'ai regardé le carnet devant moi, les excuses rayées. Alors je ne le ferai pas. Le silence qui a suivi n'était pas hostile, il était simplement inhabituel. J'ai tout de même demandé une chose, s'il te plaît. Ne vous excusez pas de m'avoir ramené à la maison. Maman n'a pas répondu immédiatement. J'ai pressé le bout de mes doigts contre le bord de la table. Excusez-vous pour les fois où vous l'avez négligé. Excusez-vous de l'avoir forcé à aller bien. Parce que moi je n'allais pas bien. Excusez-vous pour ce que papa et toi avez réellement fait. Mais ne faites pas de moi l'excuse. Sa voix s'est adoucie, nous ne le ferons pas. Cela comptait plus que je ne l'aurais cru. Pendant des années. J'avais pensé que le moyen le plus sûr de garder ma place était de m'offrir en explication chaque fois que la famille souffrait. Si Evan était en colère, j'avais probablement trop insisté, si maman était stressée. Je devais avoir moins de besoins, si papa voulait la paix, je devais être celle qui cédait. À présent. Mes parents s'apprêtaient à affronter une erreur sans me demander d'en devenir l'incarnation. J'ai passé la journée suivante à essayer de ne pas imaginer leur conversation. J'ai échoué souvent. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je m'attendais à voir le nom d'Evan. Je suis allé marcher, je suis rentré, j'ai préparé un dîner dont j'ai à peine senti le goût. Et j'ai laissé mon téléphone sur le comptoir pendant que je faisais la vaisselle pour arrêter de le vérifier toutes les 30 secondes.
Je n'ai pas appelé maman pour prendre des nouvelles. Je n'ai pas demandé à papa comment Evan avait réagi. Cette retenue était presque physique. Comme maintenir ma main éloignée d'une surface brûlante que j'aurais touchée 1000 fois auparavant. En soirée, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas réussi à nommer la veille. La douleur d'enfance d'Evan avait sa place dans l'histoire. Elle méritait d'être reconnue. Mais la reconnaître n'exigeait pas que je disparaisse de cette même histoire. Il avait été un enfant qui avait besoin de plus que ce que nos parents avaient perçu. J'avais été une enfant qui avait besoin d'exactement ce dont j'avais besoin. L'échec n'était pas qu'il y ait eu 2 enfants dans la maison, l'échec était que, trop souvent, les adultes avaient agi comme si les besoins d'un seul enfant pouvaient être urgents à la fois. Mon téléphone a sonné juste après 20 heures. Le nom d'Evan a illuminé l'écran. Pendant un instant, je l'ai fixé. Il ne m'avait pas appelé depuis le jour où il avait rayé mon nom de la liste. Je m'attendais à de la colère, à une accusation. Une part obstinée de moi espérait même qu'entendre maman et papa assumer leurs responsabilités aurait fait baisser la tension entre nous. J'ai répondu. Evan n'a pas dit bonjour. Alors ils ont enfin avoué, a-t-il lancé. Il a prononcé cette phrase comme un homme recevant un verdict qu'il attendait depuis 30 ans. Il n'y avait aucun soulagement dans sa voix, aucune hésitation. Au contraire, il semblait plus assuré qu'à la table de cuisine de nos parents. Comme si les excuses de nos parents lui avaient enfin donné un terrain solide sur lequel s'appuyer. Je me suis appuyé contre mon comptoir et j'ai écouté pendant qu'ils résumaient leur conversation selon ses propres termes. Ils avaient admis m'avoir accordé la priorité. Ils avaient admis avoir attendu de lui qu'il renonce à des choses parce que j'avais déjà assez perdu. Ils avaient admis l'avoir traité comme l'enfant qui pouvait attendre. Lorsqu'il est arrivé à la fin, chaque nuance prudente que maman m'avait décrite avait été condensée en une seule conclusion. Il l'avait fait passer au second plan. Chaque réflexe que j'avais entretenu pendant des années m'a poussé vers la même réponse. Adoucir le coup, lui rappeler qu'il nous aimait tous les deux. M'excuser avant même de savoir de quoi je m'excusais. J'ai laissé le silence s'installer à la place. Quand j'ai enfin parlé, j'ai dit, je crois qu'ils t'ont effectivement trop demandé. Il s'est tu. Je pouvais presque le sentir attendre la suite. Il y avait toujours eu une suite, une réserve, une défense, un plaidoyer pour la paix. Comme je ne lui en donnais pas. Il m'a demandé si je comprenais enfin ce qu'il disait depuis toutes ces années. Je lui ai dit que je comprenais plus de choses qu'une semaine plus tôt. Je comprenais qu'il y avait eu des moments où maman et papa avaient vu ma peur et s'étaient précipités vers moi si vite qu'ils n'avaient pas remarqué ce que leur choix lui coûtait. Je comprenais qu'être qualifié d'enfant, fort, sans cesse pouvait finir par ressembler moins à un compliment qu'à un avertissement de ne jamais rien réclamer. Je lui ai dit que je croyais sincèrement qu'il avait été blessé par cela. Pendant un instant, le silence entre nous a semblé presque humain. Encore tendu mais assez ouvert pour que j'espère que nous parlions enfin de la même blessure. Puis Evan a dit. Bien. Alors tu comprends pourquoi j'en ai fini de faire semblant que rien de tout cela n'a d'importance. C'est là que j'ai entendu le tournant. Il ne s'arrêtait pas à ce qui lui était arrivé. Il passait presque immédiatement à ce qu'il croyait que le passé lui donnait désormais le droit de faire. Si maman et papa avaient enfin reconnu que mon arrivée avait changé son enfance, alors, dans son esprit, le mariage était simplement le premier endroit où il refusait de continuer à en payer le prix. Il a dit qu'il en avait assez qu'on s'attende à ce qu'il agisse comme si notre relation avait le même sens que si nous avions grandi comme des frères et sœurs normaux. Il a dit que tout le monde continuait à utiliser le mot « sœur » comme si un mot pouvait effacer la façon dont la famille avait changé à mon arrivée. Je l'ai laissé finir. Une partie de ce qu'il disait était vrai, mon arrivée avait changé son enfance. Et nos parents avaient fait des choix qui l'avaient blessé. Ce que je ne pouvais pas accepter. C'était le pas supplémentaire qu'il s'obstinait à franchir après ces constats. Comme si comprendre le préjudice signifiait accepter que j'occupe une place inférieure dans la famille. Je lui ai dit que maman et papa devaient assumer la responsabilité de l'avoir blessé et qu'ils
Aurait dû le faire plus tôt. Il a acquiescé. Mais la pause qui a suivi a clairement montré qu'il attendait quelque chose de moi aussi. J'ai pris une inspiration avant de prononcer la phrase que j'avais écrite dans mon carnet. Réécrite dans ma tête pendant des jours. Mais je ne peux pas retourner à mes 8 ans et refuser d'être adopté pour que ton enfant se passe différemment. Sa voix s'est durcie, ce n'est pas ce que je demande. C'était assez proche de ce qu'il voulait pour que je ne me batte pas sur la formulation. J'ai dit que je n'étais pas responsable des projets annulés par papa. De maman lui disant d'être patient. Ou de 2 adultes décidant que la peur d'un enfant était plus urgente que la déception d'un autre. Je pouvais regretter les conséquences sans prétendre avoir pris ces décisions. Evan a dit que c'était exactement ainsi que j'échappais toujours à mes responsabilités. Dans sa version de notre famille. J'avais passé ma vie à récolter les bénéfices des choix de tout le monde tout en insistant sur le fait que je n'avais aucune part dans leur coup. Il a dit que j'avais eu le surplus d'assurance, le surplus de chance, le surplus de patience. Et que maintenant je voulais garder le titre de sœur sans admettre que ce titre n'avait jamais eu la même signification pour lui. J'ai ressenti la piqûre familière du mot « sœur » redevenant conditionnel, mais dessous. Il y avait quelque chose de nouveau. Je n'avais plus besoin de prouver que chaque souvenir avait été juste. Je n'avais pas besoin de remporter le débat sur notre enfance pour savoir que j'avais été une enfant. Au milieu de tout cela, il a continué à parler. Moins comme un frère dans une dispute que comme quelqu'un qui arrangeait enfin la famille selon des catégories qui avaient du sens pour lui. Maman et papa m'avaient choisi, disait-il, lui était déjà à eux. Il m'avait introduite dans une famille existante et s'était ensuite attendu à ce qu'il se montre reconnaissant de ce changement. Il a affirmé que les liens du sang ne le rendaient pas meilleur que moi. Mais que l'histoire nous rendait différents. Et qu'il en avait fini de faire semblant que cette différence ne comptait pas. La formulation semblait raisonnable jusqu'à ce que j'entende ce qu'elle servait à justifier. Être différent n'était pas le problème, il voulait que « différent » signifie « hiérarchisé ». À ce moment-là, j'ai aussi compris ce qu'il avait voulu dire en me traitant de « plus grande honte de cette famille ». Il n'y avait aucun déshonneur caché derrière ce mot, pour Evan. La honte résidait dans le fait que maman et papa m'aient accueilli et s'attendent encore à ce qu'ils traitent ma place comme égale à la sienne. J'ai posé une question, est-ce que tu veux que je comprenne que tu as été blessé? Ou est-ce que tu veux que j'admette qu'avoir été blessé fait de moi moins leur fille? Il n'a pas répondu. J'ai attendu. Le réfrigérateur bourdonnait derrière moi, quelque part dehors, une portière de voiture a claqué. Je me souviens de ces bruits ordinaires parce que le silence au téléphone semblait plus révélateur que tout ce qu'Evan avait pu dire. Finalement, il m'a dit que je déformais ses propos. J'ai répondu que j'essayais de les dissocier. Il m'a accusé de réduire toute son enfance à un détail technique. Je lui ai dit que je faisais le contraire. Je prenais sa douleur assez au sérieux pour ne pas la confondre avec un droit à définir ma place dans la famille. Cela l'a mis plus en colère que le déni ne l'aurait fait. Le déni lui était familier, il savait comment le combattre. Ce à quoi il ne semblait pas préparé. C'était d'être cru quant à sa blessure tout en étant rejeté quant à son verdict. Sa voix est montée pour la première fois. Il m'a rappelé que j'avais passé des années à profiter de la culpabilité de maman et papa. Je lui ai rappelé doucement que j'avais passé ces mêmes années à être une enfant qui avait peur de pouvoir être renvoyée. Aucune expérience n'annulait l'autre. Puis il a dit quelque chose qui a rendu la véritable nature du conflit impossible à ignorer. Si tu comprenais vraiment, tu n'insisterais pas pour être traité exactement de la même manière. C'était là. C'était à ce moment que sa véritable exigence est apparue nettement. Il ne voulait pas seulement que je reconnaisse la blessure. Il voulait que cette blessure justifie une place plus restreinte pour moi. Je ne lui ai pas dit cela en ces termes, un long discours n'aurait servi à rien. J'ai seulement dit que je pouvais reconnaître ce qu'il avait perdu sans convenir que je lui devais une vie plus effacée en retour. Il a ri une fois, sans joie, et a dit que c'était pour cela qu'il était impossible de me parler.
Je trouvais toujours le moyen d'avoir l'air compatissante tout en refusant d'assumer ma part. Assumer ma part est resté gravé en moi. Je pouvais admettre que j'avais parfois été protégé à ses dépens et qu'en tant qu'adulte, je m'étais souvent plié à l'habitude familiale d'étouffer les problèmes. Ce que je ne pouvais pas assumer, c'était d'avoir eu 8 ans et d'avoir eu besoin d'un foyer. Evan a dû comprendre que je n'allais pas prononcer les mots qu'il voulait. Car son ton a encore changé. Il est redevenu mesuré, presque pragmatique. Il a dit que le mariage était encore dans quelques jours, qu'il n'était pas déraisonnable. Et que si je pouvais enfin reconnaître ma part sans en faire une nouvelle accusation contre lui, il y aurait peut-être encore un moyen pour moi d'assister à la fête sans ramener la journée à moi. Une semaine plus tôt, ces paroles auraient fait bondir mon cœur, une ouverture. Une chance d'arranger les choses, une voie de retour vers la famille. J'ai demandé ce qu'il attendait exactement que je reconnaisse. Il a répondu que nous pourrions en discuter convenablement, pas au téléphone. Puis il a ajouté que maman et papa devraient l'entendre aussi. Parce qu'ils avaient passé des années à me protéger de la vérité. Julia devrait être présente. Car elle méritait de savoir si je pouvais respecter ses limites avant le mariage. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas refusé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a conclu l'appel avec la même certitude calme qu'au début. Comme si l'existence d'une éventuelle invitation signifiait qu'il faisait preuve de générosité. Plutôt que d'imposer des conditions. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans ma cuisine et j'ai compris que la donne avait encore changé. Quelques jours plus tôt, je voulais savoir si la douleur d'Evan était réelle. À présent, je savais qu'elle l'était. La question la plus difficile était de savoir ce qui se passait lorsqu'une blessure réelle devenait une hypothèque permanente sur la place de quelqu'un d'autre dans la famille. La réponse est arrivée le lendemain matin dans un message de sa part, 3 jours avant le mariage. Maman et papa, toi et moi. Julia aussi. Si tu peux enfin être honnête, je remettrai ton nom. Le message était arrivé 3 jours avant le mariage. La réunion elle-même était fixée au lendemain après-midi. Je l'avais lu assez souvent pour ne plus voir seulement la promesse de réinscrire mon nom. Une semaine plus tôt, cela aurait été la seule chose qui importait, la table de la famille. Les photos, le soulagement d'entrer dans la cérémonie comme si de rien n'était. Désormais, l'offre ressemblait moins à une porte qui s'ouvrait qu'à un prix qu'on ne m'avait pas encore révélé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé travailler, j'ai répondu à des courriels. J'ai mangé la moitié d'un sandwich à mon bureau et je retrouvais le message sur mon écran dès que mon attention faiblissait. Une partie de moi voulait refuser cette rencontre parce que j'en pressentais déjà la dynamique. Evan appellerait cela de l'honnêteté, maman et papa deviendraient anxieux. Julia serait entraînée dans une dispute familiale qu'elle n'avait pas créée. Et l'on attendrait de moi que je prouve ma capacité à entendre sa douleur sans m'opposer à la conclusion qu'il y rattachait. Éviter tout cela semblait paisible. Mais l'évitement avait aussi fait partie du langage de notre famille pendant des années. Papa attendait que la colère retombe, maman me demandait d'arrondir les angles. Et j'essayais de devenir assez docile pour que personne n'ait à dire ce qu'il pensait vraiment. Si j'esquivais complètement la conversation, je me protégeais d'une soirée difficile. Mais je laissais aussi la question centrale en suspens. Evan m'avait dit qu'il voulait plus que de la distance. J'avais besoin de savoir s'il existait une version de la réconciliation qu'il pouvait concevoir sans exiger que je devienne moins que ce que j'étais. Ce soir-là, je lui ai dit que je viendrais. J'ai ajouté une limite. Je ne participerai à aucun procès de mon adoption et je refuserai toute conversation où l'on demanderait à maman et papa de choisir un enfant plutôt que l'autre. Il a répondu par un simple émoticône, pouce levé, aucun accord explicite. Aucune objection non plus. C'était une chose minime. Mais j'ai remarqué à quel point je souhaitais que ce symbole signifie davantage qu'il ne le faisait. Maman a appelé moins d'1 heure plus tard. Elle avait manifestement attendu de savoir si j'acceptais. Son premier réflexe a encore été la protection. Elle a dit que si Evan utilisait cette réunion pour m'humilier à nouveau, elle ne voyait pas comment elle pourrait se rendre à son mariage 2 jours plus tard et faire
semblant que tout allait bien. J'ai perçu la colère sous sa voix. Mais j'ai aussi vu le vieux système familial tenter de s'inverser, pendant des années. Evan avait vécu mes besoins comme la cause de ses pertes, maintenant. Maman était prête à faire de ma souffrance la raison pour laquelle il perdrait la présence de ses parents à son mariage. S'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je dit. Elle a commencé à rétorquer qu'il devait y avoir des conséquences. J'ai convenu qu'il en fallait. Mais j'ai ajouté que les conséquences n'étaient pas la même chose que de faire de son mariage une nouvelle compétition pour savoir quel enfant comptait le plus. Si vous restez à la maison à cause de moi, il n'entendra qu'une chose. Que je lui ai pris une chose de plus. Maman s'est tue. Je savais que la phrase faisait mal parce qu'elle faisait écho à l'histoire qu'Evan portait depuis des années. Mais je ne disais pas qu'il avait raison à mon sujet. Je disais qu'il pouvait affronter ce qu'il avait fait sans faire de son mariage la prochaine chose qu'il perdait parce que je souffrais. Il pouvait lui dire qu'il avait tort et refuser de le laisser m'insulter. Il n'avait pas besoin de le prouver en me choisissant, moi, contre lui. Papa a été plus coriace. Il a appelé le lendemain matin avec l'énergie brute de quelqu'un qui a passé trop de jours à se sentir coupable et a transformé une partie de cette culpabilité en colère. Il a dit qu'Evan déformait des excuses offertes de bonne foi et que quelqu'un devait le remettre à sa place. Des années plus tôt, entendre papa parler ainsi en mon nom aurait ressemblé à une victoire. J'aurais voulu qu'Evan sache que papa m'avait choisi. Au lieu de cela, cela m'a fatigué. J'ai dit à papa que je ne voulais pas qu'il use de son autorité parentale pour remporter un débat déjà structuré autour de la hiérarchie. Evan était un homme adulte. Papa pouvait lui dire ce qu'il regrettait et ce qu'il n'accepterait plus. Mais s'il entrait dans la pièce déterminé à le vaincre, Evan n'entendrait qu'une autre version du même message. Quelqu'un devait perdre pour que quelqu'un d'autre se sente aimé. Papa a poussé un lourd soupir, alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Pour une fois, ai-je dit, peut-être que personne n'a besoin de gagner. Ce n'était pas une réponse parfaite, je n'en avais pas. Ce que j'avais, c'était une liste grandissante de choses que je refusais de continuer à faire. Supplier, traduire, m'excuser d'être là. Ou accepter un amour qui devait être mesuré par rapport à celui d'un autre. Julia a appelé cet après-midi-là. Sa voix était prudente mais pas soupçonneuse. Comme lorsqu'elle m'avait d'abord demandé si je prévoyais de perturber le mariage. Elle a dit qu'Evan lui avait parlé de la réunion et qu'il voulait tout le monde sur place afin qu'il n'y ait aucun désaccord plus tard sur ce qui aurait été dit. Je me suis préparé à une nouvelle demande d'explication sur notre passé. Elle n'est pas venue. Julia a dit, je n'ai pas besoin que tu me révèles un secret sur lui. J'ai presque ri de surprise, il n'y avait aucun secret à révéler. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait entendu assez de versions du conflit par Evan et qu'elle ne voulait plus servir d'intermédiaire, si nous avions des choses à nous dire tous les quatre. Elle voulait les entendre directement dans la même pièce. C'était tout. Je lui ai dit que je comprenais. Je ne lui ai pas demandé si elle me croyait. Je ne lui ai pas demandé ce qu'Evan lui avait raconté depuis notre dernier appel. Je n'ai pas cherché à la rallier à ma cause. Quand nous avons raccroché, j'ai pris conscience d'un autre petit changement en moi. Une semaine plus tôt, j'aurais voulu que la mariée confirme que j'étais raisonnable. Parce que son approbation m'aurait servi de preuve que je n'étais pas le problème. Désormais, j'étais seulement reconnaissante qu'elle soit prête à écouter sans s'ériger en juge. Plus tard dans la journée, Evan a envoyé un autre message. Celui-ci était plus long et structuré presque comme des conditions pour une réunion. Il disait qu'il y avait 3 choses qu'il devait voir reconnues avant que nous puissions avancer. Mon arrivée avait changé son enfance. Maman et papa avaient fait passer mes besoins avant les siens plus d'une fois. Et il avait le droit de fixer des limites autour de son propre mariage. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai lu la liste lentement. La première affirmation était vraie, mon arrivée avait changé son enfance. Parce que les familles changent lorsqu'un autre enfant y entre. La deuxième était également vraie. De la façon spécifique dont maman et papa l'avaient déjà reconnue. Il y avait eu des moments où il lui avait demandé d'attendre.
de céder ou d'exprimer moins de besoins parce que j'étais en difficulté. La troisième était vraie aussi, du moins en apparence, c'était son mariage. Il pouvait décider qui inviter. Je l'avais affirmé dès le départ. Ce qui rendait le message difficile n'était pas les trois affirmations en elles-mêmes, mais la conclusion que je pressentais derrière. J'ai rouvert le carnet que j'avais utilisé plus tôt dans la semaine et j'ai tracé 2 courtes colonnes. Je pouvais reconnaître le changement, le temps perdu et le droit d'Evan à gérer sa liste d'invités. Je ne pouvais pas qualifier mon adoption d'acte répréhensible. Affirmer que j'étais moins la fille de Carole et Thomas. Ou laisser sa limite de mariage décider de ce que j'étais en dehors de cet événement. C'était ce cadre que je devais apporter à la réunion. Ce soir-là, maman m'a écrit pour me demander si je comptais toujours y aller. J'ai répondu oui. Puis, après quelques minutes, un autre message d'elle est apparu. Elle avait transféré quelque chose qu'Evan lui avait envoyé à elle plutôt qu'à moi. Si elle peut prononcer une seule phrase devant nous tous, elle peut venir au mariage. J'ai fixé l'écran, sentant l'invitation changer de forme une fois de plus. Ce n'était plus un carton, une chaise ou un nom sur une liste. C'était quelque chose que j'étais apparemment censé acheter au prix d'une phrase. J'ai appelé maman, quelle phrase ? Il y a eu un silence sur la ligne. Maman a fini par répondre qu'elle ne voulait pas répéter la phrase d'Evan à sa place. Il lui avait transmis la condition, mais il avait aussi insisté pour que, si je devais l'entendre, je l'entende de sa bouche en présence de tout le monde. À 2 jours du mariage, cette distinction semblait presque absurdement cérémonieuse, pourtant. Je comprenais pourquoi elle hésitait, quoi qu'il veuille me faire dire. C'était devenu plus qu'une excuse privée. Il voulait des témoins. La réunion a eu lieu cet après-midi-là chez mes parents. Elle a été plus courte et plus silencieuse que les disputes familiales que j'avais imaginées toutes. La semaine. Personne ne s'est assis à la table de la cuisine où Evan avait rayé mon nom. Maman a choisi le salon à la place. Comme si changer de pièce pouvait nous empêcher de répéter la même scène. Papa est resté debout près de la fenêtre jusqu'à ce que je lui demande de s'asseoir. Julia est arrivée avec Evan et a pris le fauteuil le plus proche de la porte. Elle avait l'air fatiguée, pas hostile. Le mariage était dans 48 heures et il y avait probablement 100 autres choses qu'elle aurait pu faire. Je me suis rappelé quelle était la parce qu'Evan lui avait demandé d'être témoin de ce qu'il appelait l'honnêteté, et non parce qu'elle s'était portée volontaire pour me juger. Evan n'a pas perdu de temps. Il a dit que les 3 points qu'il m'avait déjà envoyés ne suffisaient pas. Parce que je continuais à approuver les faits tout en rejetant ce qu'ils impliquaient. Puis il m'a dit qu'il y avait une phrase qui prouverait que je le comprenais enfin. Il voulait que je dise, devant nos parents et Julia, qu'avoir été intégré à la famille et il lui avait coûté une partie de son enfance et que je comprenais pourquoi il ne me considérait pas comme une vraie sœur de la même façon que la famille biologique était réelle. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. La première moitié de la phrase faisait mal parce que je ne pouvais plus la balayer. Une semaine plus tôt, j'aurais combattu la formulation, j'aurais dit que je n'avais rien pris. Que j'avais 8 ans. Que je n'avais jamais demandé à papa d'annuler un samedi ou à maman de dire à Evan d'être patient. Toutes ces choses étaient toujours vraies. Mais je savais aussi désormais que son enfance avait changé à mon arrivée et que certains de ces changements lui avaient coûté du temps, de l'attention et le sentiment que ses besoins seraient remarqués sans devoir devenir une urgence. Je lui ai donc dit cela, je croyais qu'il avait perdu des choses réelles. Je croyais qu'il y avait eu des jours où maman et papa lui avaient demandé d'attendre parce que j'avais peur. Et qu'une accumulation de jours semblables pouvait enseigner à un enfant que l'attente était son rôle permanent, je croyais qu'il s'était senti invisible. Je ne me suis pas disputé pour savoir quel souvenir était le pire ou s'il se rappelait chaque détail de la même façon que moi. Je n'en avais pas besoin. Evan a écouté sans interrompre. Pour la première fois depuis des jours. Il n'avait nulle part où placer l'accusation selon laquelle je refusais de l'entendre. Puis je lui ai dit que je ne prononcerais pas le reste. Son visage a changé presque instantanément. La douceur, si c'en était une, a disparu.
Il a demandé pourquoi je pouvais admettre que mon arrivée avait changé sa vie tout en refusant de reconnaître ce que cela signifiait à notre sujet. Parce que les deux déclarations n'étaient pas la même chose, lui ai-je répondu. Sa douleur ne faisait pas de mon adoption une erreur. Elle ne transformait pas 34 années passées à être la fille de Carole et Thomas en un arrangement temporaire. Et elle ne lui donnait pas le droit de décider que le titre de « vraie sœur » était un statut que je pouvais perdre chaque fois qu'il avait besoin de donner du sens à son enfance. Evan a qualifié cela d'une nouvelle fuite devant les responsabilités. Il a dit que je voulais toute la compassion du monde pour ce que j'avais traversé à 8 ans tout temps, refusant d'admettre qu'il en avait 11 et qu'il n'avait pas eu le choix non plus. Cette remarque a porté, parce qu'elle était vraie. Il n'avait pas choisi la situation lui non plus. Il n'avait pas invité une enfant terrifiée dans sa maison pour concevoir ensuite la façon dont nos parents réagiraient. Mais la vérité ne menait pas là où il voulait qu'elle mène. Je crois que tu as été blessé, ai-je dit. Je ne conteste pas cela. Je me suis arrêté là. Je sentais une autre phrase derrière. Quelque chose de plus vaste que je n'étais pas prête à formuler. La pièce n'avait pas besoin d'un discours, elle avait besoin d'une limite. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire disparaître sa douleur en acceptant d'être moins légitime. S'il avait besoin de distance avec moi, il pouvait l'avoir. S'il ne voulait pas de moi à son mariage, je respecterais cela. Mais je n'achèterais pas une chaise en répétant une phrase qui rendait ma place dans la famille. Conditionnel. Papa s'est avancé sur son siège. Sa colère s'était accumulée dans le silence. Il a dit que si c'était là le prix de mon invitation, alors peut-être qu'il n'y avait aucune raison pour lui d'être au mariage non plus. Maman a immédiatement renchéri en disant qu'elle ne savait pas comment elle était censée s'asseoir au premier rang après avoir entendu Evan me réduire à quelque chose de moins que sa sœur. Pendant une seconde dangereuse, une part de moi a ressenti du soulagement. C'était là, à nouveau, le vieux désir sous un nouveau costume. Choisissez-moi. Prouvez-le. Qu'il sache enfin ce que cela fait de perdre quelque chose à cause de moi. Le sentiment m'a traversé assez vite pour m'effrayer. Non, ai-je dit. Papa m'a regardé comme si j'avais mal compris. Maman a commencé à expliquer qu'il ne punissait pas Evan pour moi, qu'il posait une limite. Mais j'avais passé la semaine écoulée à apprendre à quel point une limite pouvait facilement devenir une arme lorsque son véritable but était de forcer quelqu'un d'autre à ressentir une perte. Si vous restez à la maison pour moi, ai-je dit, nous recommençons exactement la même chose. Nous faisons perdre quelque chose à un enfant pour que l'autre se sente aimé. Personne n'a parlé. J'ai dit à maman et papa que je ne leur demandais pas d'approuver ce qu'Evan avait fait. Je ne voulais simplement pas que son mariage devienne une nouvelle preuve de qui comptait le plus. Il s'était déjà excusé de lui avoir demandé de renoncer à des choses chaque fois que je souffrais, rester à la maison maintenant répéterait la même leçon avec les rôles inversés. La mâchoire de papa s'est contractée, mais il s'est rassis en arrière. Maman a baissé les yeux vers ses mains. À travers la pièce, Julia s'était à peine exprimée. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à Evan, puis à moi. Quand j'ai dit à mes parents d'assister au mariage, elle ne m'a pas félicité. Elle n'a pas proclamé qu'elle comprenait enfin qui avait raison, son silence a suffi. Elle venait de me voir refuser le moyen le plus simple de faire de moi le centre lésé du mariage. Evan a semblé presque plus frustré par cela que par mon refus de répéter sa phrase. Il a affirmé que j'essayais de me donner une supériorité morale. Je lui ai dit que je n'essayais pas de paraître meilleur que lui. J'en avais simplement fini de me battre pour une place. Puis j'ai pris la décision autour de laquelle je tournais depuis qu'il avait rayé mon nom de la liste pour la première fois. Je lui ai dit que je n'accepterais pas une invitation conditionnelle. Si mon nom ne pouvait revenir sur la liste que si j'acceptais que sa douleur fasse de moi une sœur inférieure, alors il pouvait le laisser barrer. Je ne lui demandais pas de reconsidérer sa position. Je ne demandais pas à maman ou papa de boycotter, je ne demandais pas à Julia d'intervenir. La chaise était à lui d'offrir et à moi de refuser. Les mots ont fait plus mal que prévu.
Une part obstinée de moi avait encore imaginé un dénouement d'apparence normale, ma robe. Les photos de famille, une étreinte polie, tout le monde épuisé mais présent. Dire non signifiait renoncer délibérément à cette image. Cela signifiait accepter qu'il n'y aurait peut-être aucune cérémonie où Evan me regarderait soudain. En voyant la sœur que j'avais passé des décennies à essayer d'être. Mais dès que je l'ai dit, l'invitation a perdu son emprise sur moi. Evan ne pouvait plus menacer de retirer quelque chose que j'avais cessé de lui réclamer. La réunion s'est terminée sans réconciliation. Maman m'a serré dans ses bras dans le couloir. Papa m'a dit qu'ils assisteraient au mariage, bien qu'il n'ait pas eu l'air ravi. Julia est partie avec Evan après un au revoir discret. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de deuil plus que de victoire. Cette nuit-là, un message d'Evan est apparu sur mon téléphone. Il disait que l'invitation n'était plus la question. Il voulait une dernière conversation le lendemain soir avant le mariage pour régler ce que signifiait la famille avant le grand jour. Une minute plus tard, Julia a répondu dans le même fil de discussion qu'elle serait là. Au moment où je suis retourné chez mes parents la veille du mariage. La liste des invités ne m'importait plus. Il n'y avait aucun papier sur la table et aucun siège à marchander. Maman et papa étaient déjà dans le salon, Julia est arrivée avec Evan quelques minutes plus tard. Il avait l'air épuisé mais résolu. La différence avec l'après-midi précédent a été immédiate, personne ne négociait d'invitation. Evan a dit que cette partie était close, ce qu'il voulait maintenant. C'était une réponse pour savoir si maman et papa pouvaient admettre combien de fois ils avaient fait passer mes besoins en premier tout en continuant à soutenir que nous étions également leurs enfants. Il a déroulé l'enchaînement logique qu'il avait bâti toute la semaine. Nos parents avaient trop exigé de lui, j'avais reconnu que ses choix l'avaient blessé. Et par conséquent il estimait que tout le monde devait cesser de le critiquer pour avoir fixé une frontière autour de la famille. En l'écoutant, je comprenais pourquoi ce raisonnement l'avait porté jusque-là. Chaque étape partait d'un élément vrai. Mais la dernière étape demandait toujours à tous les autres de laisser sa douleur décider de ma légitimité. Je l'ai laissé terminer sans corriger d'anciens détails ni lui rappeler combien de fois il avait utilisé le mot « adopté » pour me blesser. Nous avions dépassé la liste des invités désormais. Je crois que tu as souffert, ai-je dit. Je crois que maman et papa ont fait des choix qui t'ont coûté des choses. Mais j'étais une enfant. Moi aussi. Je n'ai pas fait ces choix, et je ne passerai pas le reste de ma vie à les payer. La pièce est restée silencieuse après ces mots. J'avais imaginé ces phrases tant de fois que je m'attendais à un élan de triomphe au moment de les prononcer enfin. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la tristesse, elle ne constituait pas un discours de victoire. Mais l'aveu que la compassion avait une limite lorsque quelqu'un tentait de la transformer en dette. Evan m'a regardé un long moment, puis s'est tourné vers nos parents. Si je ne devais pas accepter sa conclusion, il voulait qu'il justifie la leur. Il a demandé comment ils pouvaient affirmer que nous étions également leurs enfants alors qu'ils avaient maintes fois privilégié mes besoins par rapport aux siens. Il leur a rappelé que c'était eux qui lui avaient appris à attendre, à être le plus grand. À comprendre, si tout cela avait été une erreur. Il voulait savoir pourquoi la remise en question semblait désormais s'arrêter pile à l'endroit où commençait mon statut. Le visage de maman s'est durci, elle ne s'est pas défendue. Cela comptait, une semaine plus tôt. Elle aurait pu dire qu'ils avaient seulement essayé de m'aider ou qu'Evan réécrivait le passé. Au lieu de cela, elle lui a dit qu'ils avaient échoué envers lui de manière bien précise. Ils avaient confondu la sécurité avec l'invulnérabilité. Ils avaient attendu de lui qu'il encaisse la déception parce qu'il semblait plus capable de le faire. Elle a dit qu'elle en était désolée et qu'elle le resterait même s'il ne lui pardonnait jamais. Puis elle a prononcé les mots qu'il refusait d'entendre. Leur erreur ne faisait pas de moi moins leur fille. La mâchoire d'Evan a bougé. Il a demandé pourquoi, si leur choix l'avait abîmé. Pourquoi tout le monde s'obstinait-il à dissocier la personne qui avait bénéficié de ses choix des dégâts qu'ils avaient causés. J'ai senti le vieux réflexe s'agiter en moi. L'envie de répondre à la place de maman avant qu'elle ne dise quelque chose qui le rende plus furieux.
J'ai laissé passer. Papa a parlé à la place, d'une voix plus calme que prévu. Il a dit qu'il avait passé des années à croire que le silence d'Evan était de la résilience. Parce que cette interprétation était plus commode que de se demander si son fils avait cessé d'espérer être entendu. Il a reconnu cela. Il a aussi dit qu'il avait passé la semaine écoulée à découvrir une autre erreur. Chaque fois qu'un conflit surgissait entre nous à l'âge adulte, il cherchait toujours le moyen le plus rapide de le faire cesser. Généralement, cela consistait à attendre de moi que je plie et d'Evan qu'il se calme. Il avait appelé cela la paix parce que personne ne criait. Evan a demandé si papa était en train de dire que la famille avait échoué envers nous deux. Papa a répondu oui. Cette réponse ne l'a pas satisfait, et je comprenais pourquoi. Si la faute incombait aux parents et que les deux enfants avaient été blessés de manière différente, alors il n'y avait plus d'échelle hiérarchique avec Evan au-dessus de moi ou moi au-dessus de lui. Il n'y avait plus que de la responsabilité, du chagrin. Et une relation dont il devrait choisir que faire désormais. Il s'est levé et a fait les 100 pas vers la fenêtre. Quand il s'est retourné, il a dit qu'il en avait assez que tout le monde se réfugie derrière la notion d'équilibre. Il avait passé son enfance à s'entendre dire que mes besoins comptaient plus parce que j'avais perdu davantage, et maintenant. La première fois qu'il demandait à la famille de reconnaître ce que cela lui avait fait. Tout le monde découvrait soudain l'égalité. Puis il a regardé directement maman et papa, alors choisissez, a-t-il dit. Qui est votre enfant quand cela vous coûte réellement quelque chose? Papa a bougé avant tout le monde. Sa chaise a raclé le sol et la colère a traversé son visage. Je connaissais cette expression, il s'apprêtait à répondre à la question selon les termes d'Evan. À me défendre en faisant ressentir à Evan la violence du rejet. J'ai tendu le bras et attrapé le poignet de papa, non. Il a baissé les yeux vers ma main, puis m'a regardé. Nous deux, ai-je dit. Cela a toujours été censé être la réponse. Rien n'a été réglé par cette réponse, Evan n'était pas d'accord. Et maman et papa avaient encore des années d'erreur à affronter. Mais je ne me sentais plus prisonnière de sa question. Pendant la majeure partie de ma vie, une partie de moi avait cru que l'amour familial était une pièce avec un nombre limité de chaises. J'avais été amené dans cette pièce à 8 ans et j'avais passé des décennies à m'assurer que personne ne regrettait de m'en avoir accordé une. Evan avait passé ces mêmes décennies à croire que ma chaise lui avait été retirée. Nous avions tous deux permis à cette arithmétique de survivre bien après l'enfance. J'en avais fini avec ces calculs. J'ai dit à Evan que je ne serais pas au mariage le lendemain non pas parce qu'il avait gagné. Non pas parce que j'admettais être moins sa sœur. Et non pas parce que je voulais que mon absence le punisse. Je n'irais pas parce que je n'étais plus disposé à entrer dans une pièce où ma relation avec mes propres parents devait être négociée comme prix d'entrée. Il a rétorqué que je faisais un drame de quelque chose qui aurait dû être simple. Autrefois, j'aurais peut-être essayé de prouver que je n'étais pas dans le drame. J'aurais adouci mes propos, promis que j'étais heureuse pour lui. Demandé qu'on ne me comprenne pas de travers. Cette fois, je l'ai laissé mal me comprendre s'il en avait besoin. C'est alors seulement que j'ai compris pourquoi rayer son nom avait compté pour moi. J'avais répondu à son geste au lieu de me ratatiner dessous. Quoi qu'Evan pense de moi, je n'avais plus à lui laisser le dernier mot. Maman a essuyé ses yeux mais ne nous a pas demandé de nous embrasser. Papa s'est rassis. Aucun des deux n'a tenté de forcer une réconciliation. Cette retenue ressemblait à sa propre forme d'excuse. Julia était restée silencieuse pendant l'essentiel de la conversation. Elle n'avait pas corrigé Evan, ne m'avait pas défendu, n'avait rendu aucun verdict. Mais j'ai vu son expression changer lorsqu'il avait demandé à nos parents de choisir. C'était le premier moment où le conflit cessait de ressembler à une vieille blessure fraternelle. Pour devenir une méthode actuelle si quelqu'un l'aimait. Cette personne était censée le prouver en retirant quelque chose à quelqu'un d'autre. Evan s'est tourné vers elle vers la fin et lui a demandé si elle avait quelque chose à ajouter. Julia avait l'air fatiguée plus qu'en colère. Elle lui a dit qu'elle n'allait pas décider qui comptait comme famille pour les Hale. Et qu'elle n'allait pas annuler le mariage au milieu d'une dispute qui avait commencé des décennies.
avant qu'elle ne rencontre l'un de nous. Puis elle s'est levée, la journée de demain aura toujours lieu, a-t-elle dit. Mais cela ne pourra pas être notre façon de résoudre chaque conflit dans notre mariage. Personne n'a répondu. Julia a pris son sac et a quitté la pièce avant Evan. Je me suis réveillé avant mon réveil le matin du mariage d'Evan et j'ai cherché mon téléphone avant d'être tout à fait réveillé. L'écran était noir. Pendant une seconde stupide, la déception m'a frappé si vite que j'ai presque ri de moi-même. Une vieille part de moi s'était attendue à trouver un message disant « Viens quand même. Nous avons changé d'avis, oublie tout, il y a toujours une place pour toi. » J'avais passé des jours à répéter que j'en avais fini de marchander une chaise. Et apparemment mon système nerveux n'avait pas reçu l'information. Je suis resté allongé à fixer le plafond, laissant passer l'émotion sans la transformer en décision. L'absence de message ne signifiait pas que j'avais été effacé. Un message n'aurait rien restauré d'essentiel. La robe que j'avais achetée pour le mariage était toujours suspendue dans mon placard. J'ai vu le bord de la housse quand j'ai ouvert la porte pour prendre un pull. Et cela a été plus dur que prévu, je m'étais imaginé la porter sur les photos de famille. Debout à côté de maman et papa. Souriant à travers toute la gêne qu'Evan et moi serions parvenus à contenir le temps d'un après-midi. Je n'ai pas sorti la robe. Je ne l'ai pas non plus repoussée tout au fond comme la preuve d'une humiliation pour laquelle je devrais me punir. J'ai refermé le placard et préparé du café. Ce petit geste m'a semblé plus honnête que l'un ou l'autre extrême. La journée se déroulait sans moi. Et j'avais le droit d'en être triste sans utiliser cette tristesse pour me prouver que je n'avais ma place nulle part. En milieu de matinée, l'envie de vérifier mon téléphone a changé de nature. Je me demandais si les membres de la famille discutaient de mon absence. Si quelqu'un avait demandé à maman où j'étais. Si Evan avait raconté une nouvelle version de l'histoire maintenant que le jour du mariage était arrivé. J'aurais pu le savoir facilement, il y avait des conversations de groupe que je pouvais ouvrir. Des profils sur les réseaux sociaux que je pouvais consulter. Des gens à qui je pouvais envoyer un message sous prétexte de leur souhaiter une bonne journée. Une semaine plus tôt, j'aurais appelé cela « me tenir informé », en réalité. J'avais passé des années à utiliser les réactions des autres comme instrument de mesure. S'ils me défendaient, je me sentais plus en sécurité, s'ils se taisaient. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, s'ils choisissaient la version d'Evan. Je voulais m'expliquer davantage. Ce matin-là, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je m'en suis éloigné. Maman a appelé peu avant la cérémonie. J'ai su où elle était sans poser de questions. Sa voix avait cette intonation douce et distraite de quelqu'un qui se tient dans un couloir pendant que les gens s'activent autour de lui. J'entendais des bruits légers en arrière-plan, mais elle ne m'a pas fait le récit du mariage. Elle ne m'a pas dit qui avait remarqué mon absence ni si Evan semblait en colère. Plus important encore, elle ne m'a pas demandé de changer d'avis. Je voulais juste te dire que je t'aime, a-t-elle dit. On s'appelle plus tard. J'ai fermé les yeux. Cette phrase m'aurait effrayé autrefois, car, plus tard, aurait pu résonner comme un abandon. Au lieu de cela, j'ai entendu ce qu'elle disait réellement. Elle allait être présente pour son fils le jour de son mariage. Et elle ne demandait pas à sa fille de disparaître affectivement pour pouvoir le faire. Je t'aime aussi, ai-je dit. Va auprès de lui, maman. Il y a eu un petit tremblement dans son souffle avant qu'elle ne réponde, d'accord. Nous avons mis fin à l'appel sans rien régler. Quelques minutes plus tard, papa a envoyé un message, je t'aime, je pense à toi. On se parle après. C'était tout, pas de discours sur Evan, pas de promesse de le confronter après la cérémonie. Aucun rapport sur le placement des invités. Je l'ai lu 2 fois, j'ai souri malgré moi et j'ai renvoyé, je t'aime aussi. Passe une bonne journée. Puis j'ai reposé le téléphone. Quelque chose s'est dénoué en moi après cela, pour la première fois depuis des années. Mes parents se trouvaient quelque part d'important avec Evan. Et je ne traduisais pas leur présence comme un verdict à mon sujet. Ils pouvaient l'aimer ce jour-là sans m'aimer moins. Ils pouvaient se tenir à ses côtés sur les photos sans me rejeter hors de la famille.
Cela semblait évident formulé ainsi, mais ma vie n'avait pas toujours semblé évidente. À 8 ans, j'avais appris à surveiller les portes à l'âge adulte. J'avais appris à surveiller les gens qui appelaient en premier, qui défendaient qui s'asseyait à côté de qui faisait de la place. J'avais traité l'appartenance comme une réalité qui pouvait changer chaque fois que la disposition des sièges changeait. Je ne voulais plus vivre de cette façon. J'ai gardé le reste de la journée ordinaire à dessein, je suis allé faire des courses. J'ai pris un chemin plus long pour rentrer. J'ai nettoyé ma cuisine et j'ai enfin terminé un livre que je transportais d'une pièce à l'autre. Depuis des semaines. Rien de tout cela n'était spectaculaire, et c'était là le soulagement. Je n'ai pas passé l'après-midi à imaginer un éclat lors de la cérémonie où quelqu'un se lèverait. Pour dénoncer Evan, je n'ai pas imaginé Julia s'enfuyant de l'hôtel. Je n'ai pas secrètement espéré que maman et papa partent plus tôt pour marquer le coup. Le mariage n'avait pas besoin de s'effondrer pour que ma limite soit réelle. Une fois au cours de l'après-midi, j'ai failli ouvrir le fil familial pour voir une photo. Puis j'ai reposé le téléphone, je pourrais regarder plus tard. Je n'avais pas besoin de mesurer mon absence en temps réel. Maman a appelé ce soir-là après la cérémonie, mais avant la fin totale de la fête. Elle avait l'air fatiguée et émue. Elle ne m'a pas fait le bilan du comportement des uns et des autres. Elle m'a simplement dit qu'Evan et Julia étaient mariés. Que la cérémonie avait eu lieu et que tout le monde avait traversé la journée. Je lui ai dit que j'en étais heureuse. Et je le pensais sincèrement, non pas de cette façon convenue où j'avais souvent prétendu que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Mais dans le sens plus apaisé où je n'avais pas besoin d'un désastre pour équilibrer les comptes. Evan m'avait blessé, il s'était quand même marié. Les deux réalités pouvaient coexister sans s'annuler mutuellement. Papa a pris l'appareil pendant moins d'une minute. Il a dit qu'il me verrait bientôt et qu'il était fier de la façon dont j'avais géré ces 12 derniers jours. J'ai failli lui dire de ne pas me féliciter d'avoir été la personne calme. Puis j'ai compris que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il ne me récompensait pas d'avoir absorbé la colère d'Evan. Il reconnaissait le fait que j'avais refusé de faire du mariage une punition. Je l'ai remercié et j'ai laissé le compliment à sa juste place. Plus tard dans la nuit. J'ai préparé du thé et j'ai enfin regardé mon téléphone sans me préparer au pire. Il y avait quelques messages inoffensifs de proches et aucune crise ne m'attendait. Puis le nom d'Evan est apparu. Tu as eu ce que tu voulais. Ils ont passé mon mariage à s'inquiéter pour toi. La phrase était si familière dans sa structure que j'ai senti mon corps réagir avant mon esprit. C'était reparti, si maman et papa m'aimaient, on lui avait retiré quelque chose. S'il pensait à moi en se tenant à ses côtés. J'avais volé une part de sa journée sans même être présente. Pendant des années, j'aurais répondu immédiatement. J'aurais expliqué que je leur avais dit d'y aller. Je lui aurais rappelé que je n'avais pas appelé pendant la cérémonie. J'aurais énuméré toutes les manières dont j'avais essayé de ne pas interférer jusqu'à construire une défense juridique contre une accusation qu'aucune explication ne pourrait jamais satisfaire. Mes doigts se sont dirigés vers le clavier, puis se sont arrêtés. Je n'avais pas besoin de corriger son récit cette nuit-là. Il venait d'épouser la femme qu'il aimait, mes parents avaient été présents pour lui. J'étais resté à l'écart. S'il avait encore besoin de transformer ces faits en une rivalité. Ce n'était plus un problème que je pouvais résoudre en apportant de meilleures preuves. Je n'ai donc pas répondu. Ce silence était différent de l'ancien silence de papa. Ce silence qui espérait qu'un problème disparaîtrait si personne n'y touchait. Le mien était une limite. Evan savait ce que je pensais, je le lui avais dit en face. Il n'y avait plus rien à clarifier à minuit après sa réception. 3 jours plus tard, maman m'a envoyé un message. Ton frère nous a posé une question qu'il n'avait jamais posée auparavant. Si nous avions jamais remarqué ce dont il avait besoin à l'époque. J'ai laissé le message de maman affiché sur l'écran pendant un moment. Une semaine plus tôt, j'aurais voulu savoir exactement ce qu'Evan avait dit. Quel ton il avait employé et si maman pensait que cela signifiait qu'il était enfin en train de changer. Cette fois, je l'ai pris pour ce qu'il était.
La première question qu'il posait sur sa propre enfance au lieu d'une nouvelle accusation dirigée contre moi. Cela comptait, mais cela n'effaçait rien de ce qui s'était passé. Au cours des semaines suivantes, maman m'a donné de petites nouvelles lorsque nous nous parlions. Mais pour la première fois, elle n'a pas transformé ces informations en mission à accomplir pour moi. Papa et elle avaient parlé avec Evan à plusieurs reprises. Les conversations ne visaient pas à nous réunir dans la même pièce. Elles ne portaient pas sur l'opportunité pour moi de l'appeler, pour lui de s'excuser. Ou sur la possibilité pour chacun de passer des fêtes sans tension. Ils l'ont interrogé sur lui-même. De quoi avait-il eu besoin à 12 ans lorsqu'il avait cessé de demander du temps seul à papa? Qu'avait-il entendu lorsqu'il lui disait qu'il était le plus fort? Que se rappelait-il de ces années où être facile à vivre était devenu le rôle le plus sûr de la maison? Maman m'a confié que certaines discussions s'étaient mal passées, Evan revenait parfois à moi, insistant sur le fait qu'aucun de ses choix n'aurait eu lieu si je n'étais pas arrivé. Mais maman et papa apprenaient à ne pas le suivre sur ce terrain. Ils s'excusaient pour ce qu'ils avaient fait, non pas pour m'avoir accueilli. Papa lui a dit qu'il regrettait d'avoir présumé que le silence était synonyme de résilience. Maman lui a dit qu'elle regrettait de lui avoir demandé à plusieurs reprises d'être généreux quand il avait parfois simplement besoin de la permission d'être déçu. Ils ne lui ont pas demandé de les excuser. Et ils n'ont pas non plus laissé sa douleur faire de moi l'explication de chaque faux pas. Cela comptait plus pour moi que n'importe quelle réconciliation théâtrale, la guérison. Si jamais Evan la choisissait, ne m'obligeait plus à me tenir au milieu pour traduire les intentions de chacun. Mes parents pouvaient regarder en face ce qu'ils avaient fait sans m'utiliser comme preuve qu'ils étaient de bonnes personnes. Evan pouvait être en colère sans que je sois convoqué pour l'apaiser. Je pouvais me soucier de ce qui se passait sans être responsable d'en assurer l'issue heureuse. J'ai remarqué que j'avais cessé de demander à maman comment se terminait chaque conversation. Lorsqu'elle mentionnait que papa et elle revoyaient Evan, je pouvais simplement dire que j'espérais que cela se passerait bien, puis passer à autre chose. Je n'attendais plus derrière la porte de leurs échanges, aux aguets de mon nom. Le changement chez mes parents s'est manifesté de manière plus discrète encore. Un dimanche, maman a appelé et a mentionné qu'elle et Evan s'étaient disputés la veille. Je me suis crispé involontairement, mon corps connaissait le vieux scénario avant même mon esprit. Elle allait me dire qu'il était contrarié, elle allait me demander de faire un geste. Elle allait me dire que j'étais plus doué pour lui parler quand il devenait comme ça. Au lieu de cela, elle a soupiré et a dit « Nous allons régler ça avec lui ». C'était tout. J'ai attendu la demande qui n'est jamais venue. Quelques jours plus tard, papa est passé m'apporter une boîte que maman m'envoyait. Nous avons bu un café à ma table et il a admis que maman et lui s'étaient reposés sur moi comme pacificatrice de la famille parce que j'acceptais presque toujours la tâche. Il a dit qu'ils avaient pris ma propension à plier pour la preuve que plier ne me coûtait rien. Je lui ai répondu que je les avais aidés à l'apprendre, moi aussi, pendant des années. Être utile avait semblé plus sûr qu'être difficile, si je pouvais mettre tout le monde à l'aise. Je n'avais pas à me demander s'il regrettait de m'avoir fait une place. Papa a baissé les yeux vers sa tasse, nous aurions dû être plus clairvoyants. Peut-être qu'ils auraient dû l'être, peut-être que j'aurais dû apprendre plus tôt. Je n'étais plus intéressé par la désignation de celui qui méritait la plus grande part de blâme. La responsabilité importait, pas son classement. 2 semaines et demie après le mariage, Evan m'a envoyé un message. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai ressenti le serrement familier à l'estomac. Mais il est passé plus vite qu'avant. Son texte était court, je ne suis pas prêt à faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. J'ai presque souri devant cette franchise inattendue. Pour une fois. Il ne m'accusait pas d'avoir gâché quoi que ce soit et ne me demandait pas de valider sa version du passé, il ne s'excusait pas non plus. Je n'avais pas besoin de transformer ce message en plus qu'il n'était. J'ai répondu après avoir réfléchi un moment. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de faire semblant. Et que je n'étais pas prête à faire semblant non plus. Ce qui s'était passé, maman et papa avaient commis des erreurs, il avait été blessé. Il avait également utilisé cette blessure pour me dire que j'étais moins légitime.
Et je ne bâtirai aucune relation future sur cette condition. Puis j'ai écrit la phrase que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. Si nous devions un jour avoir à nouveau une relation, je ne pourrais pas continuer à payer pour avoir le droit d'y exister. Il n'a pas répondu pendant les 2 jours suivants, et j'ai laissé ce silence lui appartenir. La conséquence qu'Evan avait réclamée à la table de la cuisine était devenue réalité. Mais pas de la manière dont il l'avait imaginé. Il avait dit qu'il préférait être fils unique plutôt que d'admettre que j'étais sa sœur. Je n'essayais plus de le forcer à employer ce mot. Mais cela signifiait qu'il n'avait plus la version de moi qui appelait après chaque dispute, arrondissait les angles à chaque fête ou acceptait une place réduite pour préserver l'apparence de la proximité. La relation fraternelle dont il soutenait qu'elle était inégale était devenue, pour l'instant, quasiment inexistante. Il y avait de la tristesse là-dedans, mais il y avait aussi de la vérité. Julia m'a envoyé un message une fois durant ces semaines-là. Son texte était assez court pour que je le lise en moins d'1 minute. Elle disait que le mariage n'avait évidemment pas été annulé et qu'elle ne me contactait pas pour rouvrir le conflit familial. Elle voulait simplement que je sache que ce qu'elle avait dit la veille du mariage tenait toujours. Evan et elle allaient devoir apprendre à être en désaccord sans transformer chaque conflit en un test pour savoir qui aimait le plus l'autre. Je l'ai remercié de me l'avoir dit. Je n'ai pas demandé ce qu'Evan avait dit de moi depuis le mariage. Je n'ai pas demandé s'il se disputait, si elle regrettait de l'avoir épousé ou si elle pensait qu'il changerait. C'étaient des questions relatives à un mariage dans lequel je ne me trouvais pas. Julia m'avait confié ce qui me concernait, et je lui ai laissé le reste. À la 4e semaine, rien n'était parfaitement réglé, Evan et moi étions toujours distants. Maman pleurait encore parfois sur les années qu'elle aimerait pouvoir recommencer. Et papa se surprenait encore à vouloir changer de sujet quand une conversation devenait inconfortable, la différence étant qu'il restait présent dans l'échange. Mais le mécanisme avait changé. Personne ne me demandait d'appeler Evan ni ne demandait à Evan de valider ma place dans la famille. Maman et papa avaient cessé de traiter l'amour comme une chose qu'ils devaient prouver à un enfant, en privant l'autre. Un soir, je suis passé chez mes parents pour dîner. C'était un moment ordinaire, des restes, papa se plaignant d'une charnière de placard, maman affirmant qu'il s'apprêtait à la réparer depuis 6 mois. Au moment où je partais, maman m'a tendu un petit récipient sur le couvercle duquel mon nom était inscrit sur un morceau de ruban adhésif, de son écriture familière, Megan. Je suis resté dans leur cuisine une seconde de plus que nécessaire, à le regarder, mon nom. Rien de cérémonieux, rien d'important sur le plan légal. Pas imprimé sur une liste d'invités ni rangé sous une catégorie étiquetée « famille proche », juste 5 lettres sur une boîte que maman voulait récupérer un jour. Parce qu'elle savait que je l'emportais chez moi. À 8 ans, j'avais surveillé les portes parce que j'avais besoin de savoir si je restais. À 42 ans, j'avais passé trop de temps à surveiller les noms, les chaises, les photos, les invitations et les réactions des autres pour la même raison, quelque part en chemin. J'avais confondu être incluse avec être en sécurité. Le mariage avait fini par briser cette habitude. Evan avait rayé mon nom d'une liste, ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que j'avais enfin cessé de le laisser tenir le stylo.